Dans un petit village niché au creux des montagnes, un homme d'une taille et d'une force colossale vit en reclus, rejeté et craint par ceux qui ne voient en lui qu'un monstre. Mais lorsqu'un bus scolaire se retrouve écrasé sous des tonnes de béton, et que tout espoir semble perdu, c'est ce géant solitaire qui devra se dresser. Il utilisera la force même qui l'a condamné à l'isolement pour soulever les décombres et sauver les enfants qui le fuyaient. Si vous aimez les récits de héros improbables, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Thomas n'était pas un homme, il était une montagne. Du haut de ses 2,10 m, avec des épaules larges comme une porte de grange et des mains de la taille de petites pelles, il était une anomalie génétique, une force de la nature qui semblait appartenir à une époque de mythes et de légendes. Sa présence, dans le petit village endormi de Valfleury, était une source constante de malaise et de fascination. Les enfants l'avaient surnommé le monstre de la carrière, et ils changeaient de trottoir en le voyant, courant se cacher derrière les jupes de leur mère. Les adultes, eux, étaient plus polis, mais leur peur était palpable dans leur regard fuyant, dans la manière dont il baissait la voix lorsqu'il entrait dans la seule épicerie du village. Ils le traitaient avec une méfiance mêlée d'une pitié condescendante, comme on traiterait un ours de cirque, impressionnant mais potentiellement dangereux. Pourtant, derrière cette façade de géant se cachait une âme d'une douceur et d'une timidité presque douloureuse. Thomas était un homme de silence, non pas par choix, mais par nécessité. Sa voix, un grondement de basse profonde, effrayait les gens. Ses gestes, même les plus délicats, semblaient maladroits et menaçants à cause de sa taille. Il avait renoncé depuis longtemps à essayer de s'intégrer. Il vivait seul, dans une petite maison en pierre à l'écart du village, juste à côté de l'ancienne carrière de granit qui lui avait donné son surnom. Il passait ses journées à travailler la pierre, non pas avec la brutalité d'un ouvrier, mais avec la patience d'un artiste. Il sculptait. Il créait des animaux, des oiseaux, des visages d'une finesse et d'une délicatesse qui contrastaient de manière stupéfiante avec la force de ses mains. C'était sa manière de communiquer avec le monde, de montrer la douceur qui se cachait en lui. Mais personne ne voyait jamais ses sculptures. Elles restaient dans son jardin, un public silencieux pour sa solitude. Chaque matin, il était confronté au même rituel douloureux. À 8h15 précise, le petit bus scolaire jaune passait sur la route en contrebas de sa maison pour emmener les enfants du village à l'école. Et chaque matin, c'était le même spectacle. Les enfants, qui riaient et chahutaient quelques secondes plus tôt, se taisaient soudainement en apercevant sa silhouette dans le jardin. Leurs visages se plaquaient contre les vitres, leurs yeux un mélange de peur et de curiosité morbide. Ils le montraient du doigt. Il entendait parfois leurs murmures cruels, portés par le vent. « Regardez, c'est le monstre !» Thomas avait appris à ne plus regarder. Dès qu'il entendait le bruit du moteur du bus qui approchait, il se retournait, présentant son dos large à leur regard, faisant semblant de s'occuper d'une de ses sculptures. Mais à l'intérieur, la blessure était renouvelée chaque jour, une petite entaille dans son cœur solitaire. Il ne haïssait pas les enfants. Il comprenait leur peur. Comment ne pas avoir peur d'un homme qui ressemble à un ogre de conte de fées? Mais il rêvait d'un jour où il pourrait voir au-delà de sa taille, où il pourrait voir l'homme qui aimait les oiseaux et qui pouvait faire naître la vie de la pierre. Il ne savait pas encore que ce jour était proche, et qu'il arriverait non pas sous la forme d'un conte de fées, mais sous celle d'un cauchemar de métal et de béton. Ce matin-là, un matin de fin d'automne, était différent. Une pluie glaciale tombait depuis la veille, une de ces pluies fines et persistantes qui transpercent les vêtements et transforment la terre en une boue glissante. Un brouillard épais s'accrochait au flanc de la montagne, réduisant la visibilité à quelques mètres. Thomas était dans son atelier, une petite grange à côté de sa maison, le son de la pluie sur le toit de tôle ondulait un compagnon monotone. Il travaillait sur une nouvelle sculpture, un faon aux longues pattes fragiles, et la concentration que lui demandait ce travail de précision lui permettait d'oublier le monde extérieur. Il entendit, à travers le bruit de la pluie, le son familier du moteur du bus scolaire qui commençait sa tournée. Il sentit la pointe de tristesse habituelle, mais aujourd'hui, elle était mêlée à une nouvelle inquiétude. La route qui passait devant chez lui était étroite et sinueuse, et dans ces conditions, elle était particulièrement dangereuse. Il espéra que le chauffeur, un homme du village nommé Michel, serait prudent. À bord du bus, l'ambiance était plus agitée que d'habitude. Les enfants, excités par le mauvais temps, étaient bruyants. Michel, le chauffeur, était tendu. Il connaissait cette route par cœur, mais la pluie et le brouillard la rendaient imprévisible. Il roulait lentement, ses essuie-glaces balayant frénétiquement le pare-brise. Le bus arriva à la hauteur de la maison de Thomas. Comme chaque jour, un silence se fit parmi les enfants. Ils se pressèrent contre les vitres, essayant d'apercevoir la silhouette du monstre. Mais aujourd'hui, à cause du mauvais temps, la maison semblait vide, silencieuse. « Il doit dormir », l'ogre lança un des plus grands, et les rires fusèrent. Le bus dépassa la maison et s'engagea dans la section la plus délicate de la route, un virage serré qui passait sous un vieil aqueduc en béton,
une relique d'un projet hydroélectrique abandonné des années 50. La structure était massive, grise et couverte de mousse, une arche de béton qui enjambait la route. C'est à ce moment que le drame se produisit. En entrant dans le virage, la roue avant droite du bus glissa sur une plaque de feuilles mortes détrempées. Michel tenta de corriger la trajectoire, mais le lourd véhicule dérapa, partant en tête à queue. Le bus quitta la route, percuta l'un des piliers massifs de l'aqueduc avec un bruit de métal froissé assourdissant. Le choc, combiné à la vétusté de la structure, provoqua l'impensable. La section de l'aqueduc directement au-dessus de la route, fragilisée par l'impact, se brisa. Une énorme dalle de béton, pesant des dizaines de tonnes, se détacha et s'abattit sur l'arrière du bus, l'écrasant comme une coquille de noix. Le bruit de l'effondrement fut un coup de tonnerre, un rugissement de béton et d'acier qui se répercuta dans toute la vallée. Puis, le silence revint, un silence seulement troublé par le bruit de la pluie et les cris terrifiés des enfants piégés à l'intérieur de l'épave. Le son de l'effondrement arracha Thomas à sa concentration. Ce n'était pas le bruit du tonnerre. C'était un son plus sec, plus brutal, un son qu'il connaissait bien pour avoir travaillé dans la carrière, le son de la pierre qui se brise. Il posa ses outils, le cœur battant, et se précipita à l'extérieur. Le brouillard était si épais qu'il ne voyait rien, mais le son était venu de la direction de la route, près de l'aqueduc. Il commença à courir, ses immenses bottes de travail s'enfonçant dans la boue. Il n'était pas un homme rapide, mais il était puissant, et la peur lui donnait une énergie nouvelle. Alors qu'il approchait, il entendit des sons qui lui glacèrent le sang. Des cris d'enfants, des cris de pure terreur et de douleur. Il accéléra le pas. Il arriva enfin sur les lieux. La scène était apocalyptique. Le petit bus scolaire jaune, habituellement si joyeux, était méconnaissable. Il était à moitié encastré dans le pilier de l'aqueduc, et sa moitié arrière était complètement écrasée sous une dalle de béton monstrueuse. De la fumée s'échappait du moteur. Le silence était maintenant remplacé par une cacophonie de pleurs, de cris et de gémissements venant de l'intérieur de l'épave. La vue le paralysa un instant. C'était un spectacle de destruction totale, une vision d'impuissance. Mais la peur des enfants était plus forte que la sienne. Il n'hésita pas. Il se précipita vers le bus. Il arriva à l'avant du véhicule. La porte était coincée, déformée par l'impact. Il essaya de l'ouvrir, mais elle ne bougea pas. Il tira plus fort, ses muscles se bandant. Le métal gémit, protesta, et finit par céder avec un bruit de déchirement. Il avait arraché la porte de ses gonds. Il se pencha à l'intérieur. Michel, le chauffeur, était affalé sur son volant, inconscient et saignant abondamment. À l'arrière, c'était le chaos. Une douzaine d'enfants, les plus jeunes, étaient entassés à l'avant, hurlant, pleurant, certains visiblement blessés. Ils le virent. Et leur terreur redoubla. Le monstre. Le monstre était là, sa silhouette massive et menaçante se découpant dans l'ouverture de la porte. Leurs cris de douleur se transformèrent en hurlements de peur pure. C'était la pire des situations. Il était venu pour les aider, et il ne faisait qu'ajouter à leur terreur. Il sut qu'il devait changer d'approche. Il ne pouvait pas les forcer. Il devait les rassurer. Il recula de la porte et parla, sa voix profonde et grave, mais aussi douce et calme que possible. « N'ayez pas peur, les enfants, dit-il. Je suis là pour vous aider. Tout va bien se passer. » Ces mots se perdirent dans les pleurs. Il comprit que les mots ne suffiraient pas. Il devait leur montrer. Il devait agir. La première priorité était de sortir les enfants de la partie avant du bus, qui était la moins endommagée mais qui menaçait de prendre feu. Thomas commença le processus d'évacuation avec une lenteur et une douceur qui contrastaient avec sa force immense. Il ne rentra pas dans le bus. Il resta à l'extérieur, se penchant, tendant ses grandes mains. Un par un, dit-il, sa voix un murmure apaisant. « Donnez-moi la main. Je vais vous aider à descendre. » Au début, aucun enfant n'osa bouger. Ils étaient pétrifiés. Puis, une petite fille, la plus jeune, sanglotant, tendit timidement sa main. Il la prit avec une délicatesse infinie, ses doigts énormes enveloppant la petite main de l'enfant. Il la souleva comme si elle était une poupée de porcelaine et la déposa doucement sur le sol, à l'écart de l'épave. Cet acte de douceur, cette démonstration de force contrôlée, eut un effet sur les autres. Ils virent qu'il ne leur voulait aucun mal. Un par un, ils commencèrent à venir vers lui. Il les sortit tous, les uns après les autres, les déposant en sécurité, les regroupant, leur parlant doucement. Il y en avait une dizaine. Certains étaient indemnes, d'autres avaient des coupures, des bleus. Il sortit ensuite Michel, le chauffeur, le portant comme un enfant, et l'allongea sur l'herbe. À ce moment-là, les premiers secours arrivèrent.
Mais ce n'étaient pas les pompiers ou les ambulanciers. C'étaient les habitants du village, alertés par le bruit de l'accident. Ils arrivèrent en courant, leurs visages déformés par la panique. Et la première chose qu'ils virent fut cette scène surréaliste, leurs enfants, en pleurs, et au milieu d'eux, la silhouette massive du monstre qu'ils avaient en craint. Leur première réaction fut la peur. « Restez en arrière !» cria un des pères, brandissant un bâton. Mais les enfants, paradoxalement, se regroupèrent autour de Thomas, comme s'il était leur protecteur. C'était une situation absurde. Les parents étaient plus effrayés par le sauveur que par l'accident lui-même. C'est le maire, arrivé quelques instants plus tard, qui ramena un peu de raison. Il vit que Thomas était en train d'aider, et il ordonna aux autres de se calmer. Mais le chaos était loin d'être terminé. On fit rapidement le compte des enfants. Ils étaient 13 au total dans le bus. 10 étaient sortis. 3 manquaient à l'appel. Et leurs cris faibles venaient de la partie arrière du bus. La partie qui était écrasée sous la dalle de béton. La situation était critique. Ils ne pouvaient pas atteindre les enfants. Et la dalle de béton semblait instable, menaçant de s'affaisser davantage. Les secours officiels avaient été appelés, mais ils se trouvaient à plus d'1 heure de route. Les enfants n'avaient pas 1 heure. Ils étaient piégés, et probablement gravement blessés. L'impuissance était totale. Les parents des enfants disparus étaient hystériques. Les autres ne savaient que faire. C'est alors que tous les regards se tournèrent à nouveau vers Thomas. Il n'était plus une menace. Il était leur seul espoir. Il était le seul qui possédait la force nécessaire pour, peut-être, accomplir un miracle. Thomas s'approcha de l'arrière du bus. La scène était pire que ce qu'il avait imaginé. La dalle de béton, un monstre de plusieurs tonnes, avait écrasé le toit et les côtés du bus, réduisant l'espace intérieur à moins d'1 mètre de hauteur. Les 3 enfants étaient piégés dans cet espace confiné, leurs cris faibles et étouffés. Ils ne pouvaient pas simplement soulever la dalle. Même lui n'avait pas la force d'un dieu. Il avait besoin d'un avantage mécanique. Il avait besoin d'un levier. Son esprit, habitué à travailler avec la pierre et les poids, commença à analyser la scène non pas avec la panique d'un sauveteur, mais avec l'œil froid d'un ingénieur. Il examina les décombres de l'aqueduc. Il cherchait une poutre, une barre de métal, quelque chose de long, de rigide et d'incroyablement solide. Il la trouva. Une des poutres de soutien en acier de l'aqueduc, une poutre en I de près de 6 mètres de long, avait été arrachée par l'effondrement et gisait à quelques mètres de là. C'était l'outil parfait. Mais elle devait peser près d'1 tonne. La déplacer serait déjà un exploit. Il expliqua son plan aux autres adultes. « Cette poutre, dit-il en la montrant du doigt. Je peux l'utiliser comme un levier pour soulever la dalle. Mais j'ai besoin d'un point d'appui. Un fulcrum. Et j'ai besoin de votre aide pour la mettre en place. » Les villageois, galvanisés par son assurance, se mirent au travail sous sa direction. Ils rassemblèrent de gros blocs de pierre de la carrière voisine et les empilèrent pour créer un point d'appui solide, juste à côté de la dalle de béton. C'était un travail épuisant, mais ils étaient animés par le désespoir. Pendant ce temps, Thomas s'attaqua à la poutre d'acier. Il l'attrapa par une extrémité. Ses muscles se bandèrent, les veines de ses bras saillant sous sa peau. Il grogna sous l'effort. Lentement, centimètre par centimètre, il commença à la faire pivoter, à la faire glisser sur le sol boueux en direction du bus. C'était un spectacle de force brute, une démonstration de puissance qui laissa les villageois sans voix. Il n'était plus seulement un homme. Il était une machine. Il réussit à positionner une extrémité de la poutre sous le bord de la dalle de béton. Il plaça ensuite le centre de la poutre sur le point d'appui qu'ils avaient construit. Le levier était en place. Il avait transformé une simple poutre d'acier en une machine simple, un multiplicateur de force, une invention qui remontait à Archimède. Il était en train d'appliquer les principes les plus fondamentaux de la physique à un problème de vie ou de mort. Avec le levier en place, le moment de vérité était arrivé. Thomas se positionna à l'extrémité libre de la longue poutre d'acier. Il planta ses pieds solidement dans le sol boueux pour avoir une bonne prise. Il regarda les autres villageois. « Quand je soulèverai, dit-il, sa voix un grondement de concentration, vous n'aurez que quelques secondes pour sortir les enfants. Soyez prêts. Je ne pourrai pas tenir longtemps. » Il prit une profonde inspiration, puis il poussa. Il poussa de tout son poids, de toute sa force. Les muscles de son dos, de ses jambes, de ses bras, se contractèrent dans un effort surhumain. La poutre d'acier gémit sous la tension. Au début, rien ne se passa. La dalle de béton semblait soudée au bus. Puis, avec un craquement sinistre, elle commença à bouger. Lentement, très lentement, le bord de la dalle commença à s'élever. 1 centimètre. 2. 5.
Un espace commença à apparaître entre le béton et le métal écrasé du bus. Les villageois, qui retenaient leur souffle, poussèrent un cri d'encouragement. « Plus haut, Thomas !»« Encore un peu !» cria le maire. Thomas poussa encore plus fort, un rugissement de pure volonté s'échappant de sa gorge. La dalle s'éleva encore, créant une ouverture d'une trentaine de centimètres. C'était assez. Maintenant, hurla-t-il. Les pères les plus agiles se précipitèrent, rampant sous la dalle en équilibre précaire. C'était une scène d'un courage et d'une tension extrême. Ils trouvèrent les 3 enfants, coincés mais vivants. Ils les sortirent un par un, les passant à ceux qui attendaient à l'extérieur. C'était une chaîne de vie, une course contre la montre. Thomas sentait ses forces l'abandonner. La poutre semblait peser le poids du monde. Ses muscles tremblaient, au bord de la rupture. Il regarda les visages des enfants qui sortaient, leurs petits corps couverts de sang et de poussière, mais vivants. Et cela lui donna une nouvelle force. Le dernier enfant fut sorti. « C'est bon, Thomas. On les a tous !» cria le maire. Thomas relâcha la pression. La dalle de béton retomba sur le bus avec un bruit sourd et final. Il s'effondra à genoux, haletant, complètement vidé de son énergie. Il avait réussi. Il avait soulevé la montagne. Les villageois se précipitèrent autour de lui, non plus avec peur, mais avec une admiration et une gratitude infinie. Ils lui tapotèrent le dos, lui offrirent de l'eau, le remerciant, leur voix brisée par l'émotion. Il n'était plus le monstre. Il était leur sauveur. C'est à ce moment que les secours officiels arrivèrent, les sirènes des pompiers et des ambulances hurlant dans la vallée. Ils découvrirent une scène qu'ils ne comprirent pas tout de suite. Un bus écrasé, 13 enfants en sécurité, et un géant épuisé, assis au milieu d'un groupe de villageois qui le regardaient comme un dieu. L'histoire de son exploit se répandit comme une traînée de poudre. Les pompiers, les ingénieurs, personne ne pouvait croire qu'un seul homme ait pu soulever une telle masse. Mais les faits étaient là. Il avait fait ce que des machines de levage auraient eu du mal à faire. Il l'avait fait avec une simple poutre et la force de sa propre volonté. Dans les jours qui suivirent, le village de Valfleury ne fut plus le même. L'accident avait été une tragédie, mais il avait aussi été un catalyseur, un événement qui avait révélé le meilleur chez les gens. Et surtout, il avait changé leur regard sur l'homme qu'ils avaient ostracisé pendant si longtemps. Thomas n'était plus le monstre de la carrière. Il était Thomas le héros. Les enfants, en particulier, n'avaient plus peur de lui. Au contraire, ils étaient fascinés. Ils avaient vu sa force, mais ils avaient aussi vu sa douceur. Il était devenu leur protecteur, une figure légendaire, l'ogre bienveillant de leur propre conte de fées. Quelques jours après l'accident, alors que Thomas était de retour dans son jardin, travaillant sur une de ses sculptures, il entendit des voix d'enfants. Il leva les yeux et vit un petit groupe, mené par la petite Léa, qui s'approchait timidement de sa maison. Il ne se retourna pas. Il attendit. Léa s'approcha de lui, tenant quelque chose dans ses mains. C'était un dessin maladroit fait avec des crayons de couleur. Il représentait un immense bonhomme rouge, le Père Noël, peut-être, car il avait vu dans cette autre histoire, qui soulevait un bus jaune, et de petits bonshommes qui souriaient en dessous. Elle lui tendit le dessin. Il le prit avec ses grandes mains, avec une précaution infinie. « C'est pour vous, » murmura la petite fille. « Merci de nous avoir sauvés. » Et puis, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle se mit sur la pointe des pieds et lui fit un bisou sur sa grande main calleuse. Thomas sentit une émotion si forte le submerger qu'il en eut les larmes aux yeux. C'était la première fois depuis des années qu'il ressentait un contact humain qui n'était pas empreint de peur ou de pitié. C'était un contact de pure gratitude, de pure innocence. Il regarda les enfants, qui lui souriaient maintenant. Il leur sourit à son tour, un vrai sourire, large et sincère. Et dans le regard des enfants, il ne vit plus de peur. Il ne vit que de l'admiration. Il n'était plus un monstre. Il était simplement Thomas. Et c'était la plus belle des victoires.